collecte et le recyclage des déchets d'atelier, les nouvelles règles et enjeux, c'est le titre officiel. Alors aujourd'hui, nous recevons Sabrina Dupin, qui est directrice générale de Calix, Émilie Repusseau, secrétaire générale adjointe de la FNA, Aurélien Dumarche, directeur du développement commercial national de Chimirec, Laurent Houvenegel, directeur général de iWIP, lié, on va dire, au groupe Noroto, et Éric Lecointre, coordinateur de pôle à l'ADEME, qui s'occupe de plusieurs filières REP. Alors, le déchet, c'est le sujet qui revient chaque année, qui fait son chemin, même si en apparence, le déchet auto est un produit bien cadré par les opérateurs. La loi AGEC redistribue les cartes, tandis que de nouveaux produits arrivent en sortie de marché, comme les batteries. C'est d'ailleurs un dossier en cours d'évolution, c'est le dossier de demain. Alors, nous avions aussi l'intention d'inviter la maison Trac Déchets, mais nous n'avons pas eu le plaisir d'avoir de réponse. Si quelqu'un les connaît, vous pouvez passer le message. Alors, on va commencer avec le grand spécialiste des lieux, Éric Lecointre, qui avant était l'homme automobile et véhicule hors d'usage, mais qui là a commencé à récupérer pas mal de filières et qui, paraît-il, est assez occupé. Éric. Tu peux répéter et quoi et qui apparemment est assez occupé par toutes les filières. Exactement. Bonjour à tous. Donc, Éric Lecointre de l'ADEME. Je suis partie de la direction de supervision des filières REP. Pour ceux qui ne connaissent pas la REP, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Ça ne mange pas de pain de le rappeler. En gros, on transfère la responsabilité de la gestion du déchet aux metteurs sur le marché, aux producteurs, et en lieu et place de la responsabilité qui concerne le détenteur du déchet. Voilà, donc effectivement, comme tu l'as dit, Michel, la REP est un concept, un principe qui est largement appliqué dans le domaine de l'automobile. Bien évidemment, il y a quand même beaucoup de filières REP qui concernent ce secteur-là. La filière lubrifiant, si je peux faire un petit bilan assez rapide, la filière pneumatique, la filière batterie, tu en as parlé. N'oublions pas la filière véhicule, parce que, évidemment, les professionnels de l'auto sont des producteurs en puissance de véhicules destinés à la destruction, de véhicules hors d'usage. On en a d'autres, on en a une autre dans les tuyaux qui est quand même la REP emballage professionnel. Je pense qu'il va arriver, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Ça ne sera pas la plus simple à mettre en place, loin de là, mais elle va finir par arriver l'année prochaine. Donc voilà, donc le principe de la REP largement utilisé dans le secteur de l'automobile. Si je fais un petit bilan rapide sur comment ça se passe aujourd'hui sur les différentes filières, donc la filière lubrifiant, qui est une filière qui fonctionne depuis très longtemps, hein, et je suis bien passé pour le savoir, puisque c'était l'ADEME qui finançait cette filière-là, qui a financé cette filière pendant de nombreuses années. Donc Cyclevia est le seul éco-organisme de cette filière et a pris le relais en 2022, et les résultats sont dans la continuité de ce qu'on avait constaté sur le terrain, donc plutôt très bon, avec une réorientation forte sur la régénération. Voilà, et bon, je pense que la personne de Chimirec pourra compléter tout à l'heure, et évidemment avec des chiffres aussi plus précis. Sur les pneus, on fonctionnait déjà un peu sur le principe de la REP, mais sans agrément de l'État, parce qu'il concerne les éco-organismes. Donc c'est un petit peu une évolution qui est apparue en 2023. Et on a un représentant aujourd'hui avec nous d'un des éco-organismes qui est agréé. Donc une filière aussi pareille, hein, qui a plus de 20 ans ou qui a une vingtaine d'années, donc qui fonctionne relativement bien. On a quand même 400 000 tonnes de pneus qui sont aujourd'hui collectés et traités dans les bonnes filières, donc c'est quand même relativement important. On a 3 éco-organismes agréés qui étaient déjà bien présents, hein, sur le secteur, hein, donc Aliapur, Tival, représenté par M. Vnagel, et puis France Recyclage Pneumatique. Donc là aussi une filière performante avec des enjeux aussi un petit peu nouveaux pour développer un peu le réemploi, s'occuper aussi des pneus. Je sais que ça a fait beaucoup parler, jaser et réagir, parfois fortement, s'occuper des pneus qui sont sur les bâches d'ensilage des agriculteurs. Il y a un gros stock qui a été constitué chez ces professionnels-là. Il faut pouvoir s'en occuper, au moins pour ceux qui veulent s'en débarrasser. La filière batterie, filière REP, là aussi, entre guillemets, récente, parce que, du point de vue du règlement européen qui a été publié en juillet 2023, relativement récente dans le sens où auparavant c'était une filière REP qui se concernait les batteries portables, donc c'est-à-dire ce que vous avez en tant que particulier, hein, les piles bâtons, les piles boutons, etc.
et qui a été étendu à l'ensemble des autres catégories de batteries. Les batteries de la mobilité électrique individuelle, donc qu'on appelle les batteries MT, je vais y arriver, j'ai plus en tête. Les batteries de la mobilité électrique MTL, je crois. Voilà. Moyen de transport léger, excusez-moi. Les batteries de véhicules électriques, voilà, un gros sujet évidemment qui commence à arriver à la fois dans les centres de traitement de véhicules en usage, mais également chez les professionnels de la réparation automobile. Les batteries dites SLI, qui sont, pour simplifier, hein, les batteries de démarrage au plomb, même s'il y en a d'autres qui arrivent sur le marché, notamment au lithium. Donc ça, c'est pareil, ça va être couvert par le principe de la REP, et puis les batteries industrielles. Donc concrètement, sur les batteries, on a depuis peu, hein, puisque les dossiers de demande d'agrément ont été déposés au printemps cette année, et les agréments ont été délivrés seulement il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc on a Battery Box, que vous connaissez déjà anciennement, Screlec, qui a été agréé, Écosystème, qui a repris en fait l'activité de Corepil, qui était également sur ces batteries-là. On a l'éco-organisme qui travaille déjà sur le secteur des véhicules, hein, qui a été agréé, mais uniquement sur les batteries de véhicules électriques. Voilà. Et puis se profile à l'horizon éventuellement quelques systèmes individuels. Un système individuel, pour que ça parle à tout le monde, en fait, quand vous êtes un metteur sur le marché d'un produit, vous pouvez prendre la responsabilité, à titre individuel, de gérer la collecte et les produits de votre marque ou de vos marques. Donc ça a été le cas largement sur la filière véhicule. On a une vingtaine de systèmes individuels qui ont été agréés. Un éco-organisme qui n'est pas très gros, mais qui existe quand même, qui s'appelle Recycler mon véhicule. Mais voilà, on peut prendre la responsabilité évidemment de gérer son flux de produits. Je regarde au niveau timing. La filière véhicule, je terminerai par celle-là. C'est vrai que je la connais bien, Michel, tu as raison de le rappeler. Donc c'est une filière qui existe depuis la nuit des temps, hein, on n'a rien inventé. Là aussi, quand même, une évolution depuis maintenant 18 mois, on va dire, l'arrivée effectivement de l'agrément et l'obligation de mettre en place des éco-organismes ou des systèmes individuels sur cette filière-là, dans un paysage où tout fonctionnait parfaitement bien à peu de choses près. C'est-à-dire que dans un cadre économique complètement établi, équilibré, sans besoin de soutien économique particulier, avec des acteurs maillant parfaitement le territoire, ayant un haut niveau déjà de démontage de pièces pour la réutilisation. Bon, donc l'arrivée de la REP a été un petit peu mal vécue, on va dire, ou bizarrement vécue par les professionnels. C'est en train de se régulariser, de se mettre en place gentiment. Mais bon, voilà, on a quand même en face de nous 1 million de véhicules qui arrivent dans les centres VHU aujourd'hui avec des niveaux de performance qui sont relativement intéressants sur la pièce de réutilisation. Juste ayant en tête qu'il y a 12% de la masse d'un véhicule, quand le véhicule est traité en fin de vie, qui est extraite pour la pièce de réutilisation. C'est des volumes relativement conséquents. Ça représente 12% de la masse. Il y a quand même des objectifs ambitieux au niveau de la REP de passer à 16% de la masse de véhicules pour la pièce de réutilisation. Les professionnels de l'auto, entretien et réparation ont un rôle majeur à jouer pour préconiser et favoriser l'usage de la pièce de réutilisation. Je vous rappelle qu'il y a une réglementation qui remonte à 2016 qui s'impose à ces professionnels-là pour les inviter à communiquer sur la possibilité d'utiliser de la pièce de réparation d'occasion pour réparer les véhicules chez eux. Alors pas toutes les pièces évidemment, mais une grande partie quand même des pièces, on demande aux professionnels de communiquer sur cette possibilité-là. Donc c'est réglementaire et ça a été étendu aux 2 roues, 3 roues en 2024. Voilà, donc en gros toute la chaîne de réparation des véhicules est concernée désormais par cette obligation de communiquer sur la possibilité de réparer les véhicules avec de la pièce. Donc bon, ça a bien progressé quand même. Les assureurs, les experts automobiles, les professionnels de l'entretien et de la réparation se sont un peu appropriés le sujet. Ça se développe, mais il faut que ça soit renforcé pour atteindre encore les objectifs plus ambitieux d'ici 2 ou 3 ans. Bon, ben, un paysage bien planté, merci. Je ne vois pas qui aurait pu mieux faire. Merci. Avec toutes ces filières, tu arrives encore à bien dormir? Oui, alors je ne m'occupe pas uniquement des filières de l'automobile en plus. Hein, voilà, donc j'en ai quand même quelques autres dans mon escarcelle. Donc notamment une grosse, c'est la filière des équipements électriques et électroniques, que vous connaissez tous évidemment en tant que citoyen, consommateur particulier.
qui est pas la plus simple. Et puis d'autres un peu plus exotiques, soit avec les médicaments et les mégots qui font l'objet d'une filière REP aussi, le tabac. Bon, voilà. C'est vrai que mettre les voitures et les mégots dans le même panier, c'est un peu déséquilibré. Voilà, faut pas laisser tomber son mégot, en tout cas dans la véhicule, ça peut poser Voilà. quelques dégâts. Bon. Émilie Repusseau. Bon. Alors déjà, pour vous, c'est une grande année puisque vous avez inauguré récemment des grands locaux. Bon, enfin, c'est pas le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais c'est bien évidemment pour optimiser, entre autres, la proximité avec vos adhérents. Alors, globalement, comment sensibilisez-vous les artisans, les PME aux questions environnementales? Ouais, une question très large. Bonjour à tous. Alors les organisations professionnelles, bien sûr, accompagnent au quotidien ces entreprises de proximité qui sont l'essentiel de notre branche. Donc on donne de l'information vulgarisée sur les évolutions de la réglementation. On donne des outils pratiques, de l'affichage, des registres types. On essaie vraiment d'être opérationnel. On a des formations également régulières, des webinaires. On a également des structures territoriales de proximité qui vont venir faire des audits et accompagner sur le terrain l'entreprise, parce que c'est pas simple de comprendre toutes les réglementations. Donc c'est vraiment un accompagnement à 360 degrés et nous avons effectivement aussi de l'assistance au quotidien quand il y a un contrôle. Donc on regarde avec eux ce qui n'a pas fonctionné et on essaie d'améliorer la situation et de régler la problématique soulevée par l'administration. Alors, on va revenir un petit peu sur un sujet qui n'est pas très éloigné, celui d'Éric Lecointre. Une remarque revient souvent concernant le poids de la réglementation, qui pourrait presque constituer un frein. Vous arrivez à surmonter ce genre d'obstacles? Alors, ce sont les remontées les plus fréquentes actuellement. Alors, ce n'est pas uniquement lié à l'environnement, c'est l'ensemble. Les chefs d'entreprise, en fait, doivent assimiler l'ensemble des réglementations applicables en droit social, environnement. On voit là sur le CERMI, il y a énormément de normes à appliquer dans son entreprise. C'est pas facile de s'y retrouver, surtout que souvent on maîtrise très bien son acte technique, mais quand on est chef d'entreprise, effectivement, on a plein de casquettes. Et donc nous, notre première demande, c'est de simplifier les procédures pour les TPE, de manière à ce que ce soit opérationnel, simple. Mais là, je pense qu'au niveau des bonnes pratiques, c'est assez généralisé aujourd'hui. La clé aussi, c'est d'associer les salariés à ces démarches pour que ce soit le plus optimal possible. Donc, on a vu quand même au fil des années une amélioration de collecte des déchets. On voit même des garages qui communiquent sur la collecte qu'ils peuvent faire, le valorisent auprès du consommateur et ils s'intéressent beaucoup aux filières de revalorisation. Vous parliez tout à l'heure aussi des PIEC, donc c'est quelque chose qui se généralise également auprès du consommateur. La réglementation est connue, il le proposait déjà avant, mais on a quand même un changement de paradigme qui s'accélère. Bon, on reviendra tout à l'heure sur les bons exemples de terrain, éventuellement. Alors, Aurélien, bon, vous aussi, vous avez vécu un déménagement il y a quelque temps, enfin, pas cette année, mais presque, de Dugny à Aulnay-sous-Bois, ce qui a quand même été un grand moment pour Jean Fixot de changer d'adresse, on va dire. Vous êtes sur une ancienne friche PSA. Je crois que vous êtes un des plus gros sites de France, voire peut-être même, je me demande, sur l'Europe, en termes de collecte. Est-ce que cette nouvelle dimension s'accompagne d'une montée en puissance de l'activité ? Alors oui, alors effectivement, on a déménagé il y a maintenant 3 ans. Je crois qu'on va fêter notre anniversaire puisque c'était en novembre 2022. Ça a été un chamboulement et en même temps on se retrouve à une adresse qui est agréable puisque l'adresse c'est rue Pierre Fixot, donc le nom du créateur de la structure. Donc c'est déjà plutôt sympa et le clin d'œil est joli. Oui, il y a une montée en puissance de la filiale Île-de-France, mais il y a une montée en puissance aussi de l'ensemble des filiales françaises, puisqu'on a ouvert 3 nouveaux sites en 2024. 2025 se stabilise et on devrait repartir à la croissance en 2026 avec la création de nouvelles filiales. Et dans l'activité automobile, puisque c'est ce qui nous anime aujourd'hui, l'activité automobile est effectivement en croissance. Alors, il y a moins de ventes de véhicules, donc il y a plus de réparations, donc il y a plus de production de déchets, donc plus de collecte. Mais également, on est impacté aujourd'hui
comme vous l'avez souligné, Eric, nos métiers sont vraiment impactés sur la partie REP, sur l'ensemble je vais pas dire la quasi-totalité des déchets qu'on collecte aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui ou demain. Donc voilà, avec des filières qui étaient viables, qui continuent de l'être. Donc on s'adapte à ces nouvelles réglementations en essayant de le rendre le plus fluide possible pour le réparateur. Alors, on reviendra après sur les points très spécifiques et originaux, mais plus généralement sur la batterie, par exemple. Le dossier du moment, bon, évidemment, c'est tout ce qui est batterie de VE, de véhicules électriques. C'est un nouvel enjeu pour les recycleurs, comme pour les collecteurs. Et comment est-ce que vous gérez justement ces contraintes de sécurité, de transport ? Alors, effectivement, on a sur la partie des batteries, donc qui est un sujet d'actualité. Puisqu'effectivement, il y a un certain nombre d'appels d'offres justement sur la REP des batteries qui sont parus, qui sont un peu en croisement de ski, puisqu'on a la partie REP qui vient se mettre en place, mais en même temps, on a un changement de réglementation qui vient s'opérer, qui devrait s'opérer en 2026, et qui chamboule, chahute un peu le métier de la collecte de la batterie. Sur la batterie de véhicules électriques spécifiques, puisque la partie batterie SLI plomb, c'est une filière qui était déjà mature, qui ne devrait pas être chamboulée par les éco-organismes. Et c'est une filière qui peut être amenée d'ailleurs à évoluer, puisqu'on peut faire des choses avec la batterie de plomb. On peut avoir des solutions de régénération, ce qui peut être des nouvelles solutions qui arrivent sur le marché et qui rentrent dans le cadre des REP également, puisque la REP demande une optimisation du réemploi. Vous l'avez cité également, le réemploi ou la réutilisation, parce qu'en fonction des métiers, on n'a pas les mêmes termes, va devenir un sujet important et un sujet d'actualité dans le monde automobile. Ça l'était déjà sur la partie VHU. Et nous, on souhaite prendre ce virage en disant que ça peut devenir aussi un sujet sur la partie produit hors d'usage, donc PHU. Et sur la partie batterie lithium, aujourd'hui, on a mis en place des solutions de collecte et de traitement, avec des démantèlements en France et des traitements principalement à l'étranger, mais frontaliers de la France. Monsieur Houvenagel. Bon, on va passer sur la partie un peu groupe, si je peux dire, puisque IWIP est la filiale environnement de Noroto et peut-être même aussi d'autres sous-marques. Vous avez intégré en quelques années 24 filières. C'est quand même assez particulier pour un groupement, enfin pour une enseigne. C'est effectivement très original pour un retailer, mais c'est une histoire qui a commencé il y a bien longtemps, il y a une trentaine d'années. Donc, bon, je représente ici le groupe Mobivia, donc le nom ne vous parle pas forcément. Par contre, nos enseignes, c'est Noroto, c'est Midas, c'est Carter Cash en France. Donc là, j'ose espérer que tout le monde connaisse ces enseignes. On est également présent dans d'autres pays en Europe sous d'autres marques, mais donc notre métier, c'est la maintenance automobile, la distribution de pièces détachées. Donc on est le leader européen de la maintenance automobile. Particularité de notre groupe, distributeur, retailer, c'est que très tôt dans notre histoire, notre PDG fondateur a tout de suite vu que l'automobile était polluante et qu'on devait traiter nos déchets, on devait s'occuper de ce métier. Et donc, dès les années 90, on a commencé à monter nos propres filières de recyclage en tant que chef d'orchestre avec des partenaires. Mon voisin de droite en fait partie, ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Mais donc, pendant les 3 dernières décennies, on a monté plus de 24 filières différentes. Une filière, c'est le pneumatique, c'est la batterie, c'est l'huile, c'est les plastiques, etc., etc. Donc, tous les déchets qui sont générés dans nos ateliers ont aujourd'hui une solution qui est pilotée par une structure. Donc, on a carrément créé une structure dans le groupe Mobivia qui s'appelle IWIP et qui s'occupe pour Noroto, pour Midas, pour Carter Cash de gérer au mieux leurs déchets. C'est par intérêt économique ou par sensibilité écologique? Est-ce que vous faites un petit bilan de certains produits rapides? On reviendra après sur les spécificités peut-être.
Donc, on aimerait que ça soit les deux, bien évidemment. Alors, au départ, c'est un souci écologique. Donc, historiquement, parce qu'il y a cette pollution qui est liée à l'automobile. Mais plus pragmatiquement, ces dernières années, notre groupe s'est inscrit dans les accords de Paris, la neutralité carbone. Donc, on vise la neutralité carbone en 2050. Et pour cela, on a écrit une trajectoire qui consiste chaque année à diminuer de 5% nos émissions carbone, alors qu'on est un groupe en croissance. Donc ça, c'est quelque chose de très compliqué. Et quand on fait le bilan carbone d'une entreprise comme Mobivia, quand les entreprises Noroto, Carter Cash, Midas, on se rend compte très vite que nos émissions de CO2 viennent des produits. Les 2 tiers de nos émissions viennent des produits. Et donc, comment faire pour diminuer ces émissions carbone? La meilleure solution que l'on ait trouvée, et qui répond en plus à des obligations légales, c'est de remplacer des pièces issues de l'économie linéaire par des pièces issues de l'économie circulaire. Et donc, je vais vous donner quelques exemples. Dans notre groupe, on a la particularité d'être devenus aussi des industriels. On récupère nos pneus usagés depuis plus de 20 ans. Monsieur Lecointre le signalait. Aujourd'hui, sous forme d'éco-organisme, on a créé notre propre éco-organisme. Mais le fait que l'on collectait nos pneus usagés dans nos magasins, alors on les envoyait se faire broyer et transformer en différentes matières ou être brûlés dans des cimenteries. Aujourd'hui, on essaye de retarder le plus possible cette étape et il y a un procédé qui existe depuis très longtemps dans le pneumatique qui s'appelle le rechappage. Donc rechappage, ça veut dire remettre une couche de caoutchouc autour du pneu usagé, pour faire très simple et très schématique. Mais on aurait aimé que des Michelin, des Bridgestone, des Conti le fassent. Ça n'a pas été le cas. Et donc, aussi fou qu'on est, on a décidé, bien que distributeur, de racheter la dernière PME française qui était capable de rechapper des pneus. Et avec ce dispositif, on a repris l'usine Bridgestone de Béthune, qui a fait l'actualité en 2020-2021, puisque Bridgestone a décidé de quitter ce site en laissant sur le carreau 860 personnes. Donc nous, en produisant nos propres pièces issues de l'économie circulaire, un pneu rechappé, c'est 63% de CO2 en moins. C'est 70% de matière économisée. C'est de l'emploi local, non délocalisable. Donc on s'est inscrit dans cette trajectoire bas carbone, dans la réindustrialisation. Et ce que je viens de vous citer sur le pneu, on le fait sur la batterie, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. La batterie plomb, on peut régénérer 20 à 25% des batteries plomb, mais on le fait également sur des filtres à particules, on le fait sur des huiles, le plus possible en partenariat avec les éco-organismes qui pilotent les REP. Mais donc on veut en tout cas être des acteurs majeurs et importants dans l'économie circulaire. D'accord. Madame Dupin, ces belles préoccupations sont assez proches de celles de Calix, je pense. Alors, rappelez-nous déjà un petit peu le fonctionnement de Calix, qui est une entité très proche de Mobiliance. Oui, on est filiale de Mobiliance et on est une société de conseil sur toutes les thématiques donc évoquées à l'instant, donc l'environnement évidemment, la qualité, la sécurité, les RH et quand on a dit tout ça, la RSE. Merci. Oui, c'est mieux. Ça marche mieux? Oui, c'est pas mal. Bon. Et quand on se parlait il y a quelques jours, vous me parliez beaucoup de RSE. Oui, c'est un sujet avec des enjeux importants, voilà. ouais, complètement. Mais la RSE est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il y a des réglementations assez importantes, des donneurs d'ordre qui ont des exigences majeures auprès de leur chaîne de valeur, donc, dont font partie les entreprises de la prévente automobile. Donc, quand je parle de donneurs d'ordre, je parle de gestionnaires de flotte, je parle de constructeurs, d'assurances, de banques. Donc, tous ces gros donneurs d'ordre ont des obligations réglementaires. Pas de chance. Voilà. Rassurez-vous. D'accord. Rassurez-vous, c'est pas dirigé contre vous, parce qu'hier, dans le 2-2, dans le hall 2-2, à la conf, ils ont vu passer la voiture avec les tam-tams, les tambourins, et ça a duré 5 minutes. Bon, tout va bien. Je ne sais plus ce que je vous racontais, mais je crois qu'on parlait de RSE. Voilà.
Donc les donneurs d'ordre aujourd'hui ont effectivement des obligations de reporting extra-financier. Je pense que vous avez peut-être tous entendu parler de la CSRD. Et donc par cette obligation, ils souhaitent que leurs partenaires, ils n'ont pas le choix, hein, leurs partenaires fournisseurs dont font partie un carrossier, un garage, une concession aujourd'hui, doit rentrer dans une démarche RSE. Et donc automatiquement, il y a des attentes fortes. Et la RSE, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une action, c'est penser son entreprise durablement. Et pour penser son entreprise durablement, forcément, il faut une activité qui va bien, donc un service de qualité. Mais ça, je ne remets pas les choses en question. Et puis surtout, avoir une équipe fidèle, stable, compétente. Donc on va parler de social. Et une démarche environnementale forte, puisqu'on doit garder quand même son environnement convenable pour pouvoir continuer à exercer dans la durée. Donc c'est pour ça que le sujet de l'environnement du déchet est un sujet très important aujourd'hui. Et nous accompagnons beaucoup d'entreprises sur cette thématique, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure Émilie, nous avons beaucoup de réglementations environnementales et sociales. Et dans cette masse d'informations, on est là pour aider. Et pour vous, c'est une contrainte ou un avantage pour les entreprises? Comment ça se convertit? Alors ça se convertit, ça reste une contrainte parce qu'il y a quand même beaucoup d'obligations administratives associées à cette exigence. Mais c'est une opportunité aujourd'hui pour travailler dans la durée sur un certain nombre de sujets. Comme l'a rappelé aussi mes prédécesseurs tout à l'heure, on est quand même sur une activité qui pollue et sur laquelle il faut faire très attention. Parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, un garage qui souhaite vendre son activité, automatiquement, il doit faire des diagnostics de dépollution de sol. Et si éventuellement on trouve une pollution, cette dépollution coûte excessivement cher. Donc nous, on insiste toujours sur le fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ça coûte bien moins cher. Oui, c'est autant un argument vis-à-vis de la clientèle de base, on va dire, que vis-à-vis des donneurs d'ordre qui sont de plus en plus exigeants. Là aussi, je pense. Voilà, il y a l'image, il y a le respect, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord. On va revenir avec Madame de Repusseau. Justement, pour que vous nous parliez, dans la continuité de cette discussion, des exemples de terrain, éventuellement des belles pratiques, des peut-être solutions originales ou des solutions remarquables. Voilà. Alors, les bonnes pratiques, elles se sont généralisées, mais c'est un peu un pas à pas que nous préconisons. Par exemple, il faut bien connaître sa réglementation. Donc là, les organisations professionnelles ont des bases documentaires où on peut retrouver tout ce qu'il faut. Il faut bien identifier son déchet, bien évidemment, dangereux, non dangereux, avoir le stockage bien adapté et mettre en place les collectes adaptées à son entreprise. Donc ça, je pense que c'est parfaitement maîtrisé. Ensuite, on voit de plus en plus des indicateurs qui sont suivis, une valorisation des collectes, comme je le disais, auprès de sa clientèle. Alors, dans les bons exemples, on voit un peu de tout. C'est même assez intéressant à voir, notamment dans les carrosseries. Vous avez tout un parcours qui est imaginé avec le salarié également pour que le déchet finalement devienne une opportunité, savoir on le collecte mais pourquoi et comment on le valorise auprès de sa clientèle avec un affichage parfaitement assumé, on explique auprès du consommateur. Ensuite, ce sont dans la mise en place des nouvelles entreprises, quand on crée un bâtiment, le déchet fait partie intégrante, on essaie de faciliter son dépôt, donc il y a tout un travail qui est fait avec eux au quotidien, mais je dirais que ça devient une opportunité, effectivement, une contrainte et progressivement une opportunité. Et globalement aussi, on l'a rappelé par rapport à la logique RSE, on a aussi des thématiques comme la performance énergétique des bâtiments, le CSRD, effectivement, l'impact carbone de son activité. Donc, l'activité est rentrée un peu dans une nouvelle ère et on le voit aussi sur nos stands. Il y a beaucoup d'adhérents qui viennent nous questionner à ce sujet. D'accord. Et Aurélien, on va parler un petit peu de produits d'avenir, on ne sait jamais, de certains produits que vous êtes peut-être d'ailleurs plusieurs à considérer avec intérêt dans cette assistance. Donc, en gros, quels sont les projets d'avenir, les projets originaux, voire d'envergure? Aujourd'hui, c'est vrai je le disais un peu en introduction tout à l'heure, on collecte de la pièce. Alors, pour nous, on collecte du déchet, donc on collecte de la matière. Et on est en train de regarder, notamment dans l'automobile, on est en train d'essayer d'avoir une vision un peu différente et de se dire, à l'image de ce que fait le VHU, de se dire, en fait,
collectera plus demain de la matière, mais bien des pièces qui ont peut-être une seconde vie. Et on l'a évoqué à demi-mot tout à l'heure, mais la partie par exemple batterie au plomb aujourd'hui, c'est un déchet qui est broyé, qui est valorisé en valorisation matière. Mais demain, on pourra peut-être, on peut imaginer faire de la régénération. Et tu l'as souligné tout à l'heure, on a des taux qui sont assez intéressants en régénération à 20-25%. On peut même aller un peu plus haut en fonction de la disponibilité, du temps de stationnement de la batterie. Mais on a aussi d'autres pièces, que ce soit dans la mécanique ou la carrosserie, sur lesquelles, je pense au bouclier avant ou à des pièces de mécanique, sur lesquelles on pourrait se dire que demain, c'est plus considéré ça rentre en déchet, mais si on a un process qui est bien établi, en respect de la réglementation, on pourra du coup le proposer en pièces de réemploi sur des structures qui distribueront ces pièces-là. Donc il y a un vrai virage qui est en train d'être pris. Vous le soulignez, la partie RSE, elle prend de plus en plus de place dans les entreprises. Mais du coup, au sein des collecteurs aussi. Alors c'est un peu nouveau et c'est un peu révolutionnaire dans le monde du déchet. Mais de se dire que on sera collecteur de déchets, mais on sera aussi peut-être en réflexion de proposer d'autres services. On connaissait le réemploi, qui est une façon classique de faire de la réutilisation, mais transformer le déchet en produit, ça s'appelle un petit peu de la magie. Vous êtes des magiciens finalement. Non, alors on n'est pas des magiciens. Enfin, j'aimerais, mais on ne l'est pas. Non, nous on regarde les grandes masses. On regarde les grandes masses de pièces qu'on collecte. Et sur ces grandes masses de pièces, avec des notions de sortie de statut de déchets qui sont très réglementées, du coup, on est en capacité de pouvoir transformer, alors justement sans transformation, mais vraiment faire de la régénération et du remanufacturing pour proposer de la pièce et qui va dans ce que vous aviez dit tout à l'heure, de passer de 12 à 16% de pièces dans les garages en réemploi. Donc c'est pas de la magie, mais c'est intéressant. C'est l'alchimie technologique du déchet. Allez, on va le dire comme ça. Bon, Monsieur Houvenagel, tout à l'heure vous nous parliez de toutes ces filières que vous mettez en place. Alors justement, comme vous êtes à côté d'un de vos prestataires, partenaires, collègues et amis, avec un tel tour de table que vous avez, enfin un tel nombre de filières, avez-vous l'intention un jour d'élargir vos actions vers d'autres entreprises en tant qu'opérateur? Parce que vous finissez par avoir une surface qui pourrait le laisser supposer. Alors, en tant qu'opérateur, pardon, c'est clair que non, c'est pas notre métier. D'ailleurs, on est actuellement dans le groupe Mobivia en train de se reconcentrer sur notre métier historique, qui est vraiment la maintenance automobile. Par contre, que l'on renforce la gestion de nos déchets et surtout la transformation avant d'aller au recyclage en pièces issues de l'économie circulaire, ça oui. Et on cherche des partenaires, des prestataires pour nous aider à aller plus loin. Nous, on a la particularité d'être détenteur de déchets. On est un chef d'orchestre pour récupérer ces déchets et idéalement les emmener vers des acteurs du réemploi et à la fin les emmener vers des acteurs du recyclage. Donc on veut rester à notre place. En tant que retailer, on est des détenteurs, mais derrière, on veut maximiser la transformation de ces déchets en matières premières secondaires, c'est ce qu'on fait avec du recyclage, mais surtout en pièces de réemploi. Sur les pièces de réemploi, comme je le disais tout à l'heure, on aurait bien aimé qu'un Michelin ou un Bridgestone se positionne sur le pneu rechappé. Si demain, je ne sais pas s'il y a des gens, des manufacturiers dans la salle, mais on lance un petit appel, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure. Mais on est plutôt dans une logique où on maîtrise le déchet. On a 2000 magasins, 2000 points de vente où on est capable de vendre des pièces issues de l'économie circulaire. Nos clients les demandent, on en a besoin pour notre trajectoire bas carbone. Au milieu, on cherche des partenaires, des prestataires qui vont nous aider à organiser cette chaîne. Et quand on parle de pièces issues de l'économie circulaire, on parle en général d'industrie. Et là, c'est un métier qui est quand même très loin du cœur de métier de Mobivia. Donc, chef d'orchestre, oui, mais avec des partenaires, comme on le fait historiquement. On avait Chimirec, mais on a sur les 24 filières, forcément, on travaille quasiment avec tous les collecteurs et tous les recycleurs de France et de Navarre, pour ne parler que de la France. Donc vous êtes plus partenaire que concurrent?
On est complètement partenaire. Et je pense que quand on parle d'économie circulaire, moi, je ne veux pas entendre le terme de concurrent. On doit effectivement, là, on a un enjeu planète qui est juste immense aujourd'hui. Si on se tire la bourre sur une activité comme celle-là, bon, ben, on peut tout de suite dire à nos enfants qu'ils peuvent se tirer une balle, quoi. Donc surtout, moi, c'est un terme que j'évite absolument. Je parle de confrères, je parle de partenaires, mais pas de compétiteurs. La meilleure démonstration, c'est que les pneus que l'on produit, les pneus Léonard par exemple, on pourrait se dire qu'on les garde comme un avantage concurrentiel pour les réseaux Noroto, Midas, Carter Cash, nos propres réseaux. Dès le début du projet, alors qu'on n'a pas assez de pneus pour irriguer nos propres réseaux, on a décidé de l'ouvrir à l'extérieur. Donc les pneus Léonard, vous les trouvez chez Euromaster, vous les trouvez chez Allopneus, vous les trouvez chez Best Drive, chez Speedy, enfin tous nos confrères dans le monde du retail achètent nos pneus et les revendent à leurs clients. Et un jour, peut-être de la PIEC vendue par le réseau. Et un jour de la pièce, On verrait bien Carter Cash ou un autre, un jour, se rapprocher, ou du moins se rapprocher des plateformes. On ne sait jamais. oui, Voilà. tout à fait. Tout à fait. Je vais proposer à la salle de poser une ou deux questions, si quelqu'un est volontaire. Michel, peut-être, avant juste de passer avant juste de passer aux questions à la salle, je voulais juste rebondir par rapport à ce que disaient Aurélien et Laurent quand même sur le réemploi, la réutilisation de manière générale. Enfin, je pense qu'il faut que vous ayez bien en tête que sur l'ensemble des filières REP qui existent, le mot réemploi, la réutilisation, etc., on a des objectifs quasiment systématiquement maintenant le cahier des charges des éco-organismes pour favoriser le réemploi et la réutilisation. C'est une tendance très forte qui a été impulsée par les pouvoirs publics, qui a bien été relayée par les professionnels, mais on le voit systématiquement dans tous les cahiers des charges. Donc ça, c'est une tendance de fond, clairement, même sur les emballages, les emballages ménagers et autres professionnels. Il y aura du réemploi, il y aura des objectifs de réemploi, donc c'est quelque chose d'un peu nouveau, effectivement, mais qui est vraiment une tendance de fond très marquée sur les filières REP, avec une forte responsabilité des metteurs sur le marché. Alors, je suis très heureux de voir qu'en plus, il y a des initiatives qui sont prises sur le sujet, et c'est très bien. Madame Dupin, toutes ces déclarations vont dans le sens général et dans le sens de Calix également. Oui, forcément. On voit bien là que tout le monde se met en ordre de bataille pour répondre aux différentes exigences, pour faire en sorte que tout se passe bien pour la suite et pour que tout soit viable dans la durée, en fait. On est toujours dans la même idée de fond. Donc oui, et on est là, nous, pour essayer d'accompagner dans la mesure du possible et d'éclaircir et de débroussailler le chemin, puisque ce n'est pas toujours évident de comprendre tout ce qui est exigé, en fait, parce qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui est attendu. Donc, c'est votre dernier mot. On est là pour aider. Bon, je vais reproposer une nouvelle fois à la salle. Personne, aucune question? Bon, écoutez, c'est que manifestement tout a été dit et bien dit. De votre côté, vous voulez faire une conclusion, tu veux, Eric? Alors, pas conclure, mais rajouter quand même un petit quelque chose sur les... on n'en a pas parlé, mais sur la reprise distributeur, sont quand même pas mal de filières. On a de la reprise distributeur, c'est-à-dire que les distributeurs ont une obligation, quand ils vendent certains produits, pas tous, mais de reprendre directement des produits usagés qui leur seraient apportés par des particuliers. Donc ça existe sur la filière pneus. Je ne sais pas si Laurent voudrait en dire un mot, avec une reprise 8 pour 0, c'est-à-dire qu'un particulier, au-delà à partir d'un certain seuil de surface en vente, évidemment du professionnel, mais le distributeur est tenu de reprendre quelques pneus, 8 en maximum par an. Attention, c'est pas non plus, il ne s'agit pas de voir arriver des tombereaux de pneus, évidemment, de la part d'un particulier, mais quelques pneus pour, quelque part, permettre de sortir de la déchetterie ces volumes-là, parce que les déchetteries, il faut bien que vous ayez en tête, c'est qu'avec la multiplication des filières REP, elles sont très, très, très sollicitées pour mettre en place de nouvelles bennes, pour mettre en place de nouveaux espaces de stockage des différents déchets sous REP. Et le reproche qu'elles font à l'état du manière générale, c'est d'avoir, avec la multiplication de ces filières REP, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment de place, ni plus ni moins, dans les déchetteries pour le faire. Donc il y a une espèce de petit report qui se fait de contribution des distributeurs pour dire est-ce que vous ne pouvez pas quand même reprendre les 2 pneus qu'un particulier aurait dans son garage depuis X années dont il aimerait bien se défaire. Donc c'est le cas pour les pneus, ça a été règlement traduit comme ça dans le cahier des charges et dans les obligations réglementaires. Sur les huiles, je sais que vous avez tous les deux
un partenariat en cours avec Cyclevia et avec la collecte, donc Chimérique Opérateur, et puis ça se fait donc chez Carter Cash, Noroto et Midas, me semble-t-il. Donc des essais de reprise, de tests de reprise d'huile usagée aussi des particuliers qui font eux-mêmes leur vidange, donc de reprise des huiles usagées par les entreprises de chez Mobivia avec Chimérique en collecteur. Bon voilà, l'idée de fond quand même, c'est de dire à un moment donné, le réseau de la distribution peut aussi contribuer quelque part à alléger un peu la charge des déchetteries et des collectivités dans le cadre de leur service public de gestion de déchets, vu la multiplication des filières REP, parce qu'autrement c'est intenable pour elles quand même de tout faire. Alors cette remarque me fait penser à un sujet que nous n'avions pas évoqué dans le cadre de nos préparations, c'est la consigne. C'est-à-dire la consigne de certains produits qui est assez régulière et classique chez les rénovateurs. Vous savez, je vends un alternateur, etc. Mais ça peut aussi être un sujet de réflexion pour des grands groupes de distribution. La consigne existe depuis très longtemps. Sur les alternateurs, sur les pièces tournantes, alternateurs, démarreurs, c'est même un business model historique, je dirais. Donc c'était un peu du remanufacturing. On l'appelait pas forcément comme ça à l'époque, mais ça existe depuis très longtemps et on accélère fortement sur ce type de business. On commence à réfléchir à des moteurs, à des boîtes de vitesse qui peuvent aussi faire l'objet de remanufacturing comme ça, avec une forme de consigne. Donc c'est historiquement actif, mais on peut accélérer, on peut aller encore plus loin. Donc, pour reprendre une vieille phrase, rien de secret, tout se transforme. Bon, ben, puisqu'il n'y a pas de questions dans la salle et que je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon et que notre prompteur artisanal nous indique la fin de cette table ronde, je vous remercie tous d'être venus, d'avoir été à l'heure. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine table ronde sur un prochain Équipe Auto. Voilà, merci, au revoir.